Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Bienvenue à ce premier 24 heures RH de 2021, en ce 25 mars au matin. Je suis Thomas Chardin, dirigeant fondateur de Parlons RH, qui a le plaisir d'organiser cette grande journée événement autour de l'expérience collaborateur. Merci à Kenza et Richard de me laisser l'opportunité. 2 minutes, pas plus. Je ne vais pas vous prendre plus de temps sur votre conférence. Juste pour vous souhaiter à tous la bienvenue sur cette journée. Vous avez été plus de 2500 à vous inscrire sur cette journée. Donc, on peut dire d'ores et déjà, en tout cas en termes d'audience, que c'est un succès. Maintenant, le succès viendra de la qualité de nos échanges, de vos échanges avec les différents speakers. Et je voulais profiter juste de ce petit temps de parole, justement pour remercier les différents speakers. Alors, j'espère, je vais aller très vite, mais la liste est un petit peu longue. Ne m'en voulez pas, mais je pense que c'est important de les remercier tous. Donc, en premier lieu, Kenza et Richard de UKG, Frédéric Baletti de KPAM RH, Muriel Enweller, qui est DRH, directrice du développement des ressources humaines de la Fédération nationale du Crédit Agricole, Fabienne Allereau, qui est DRH, elle, du Crédit Agricole Nord de France, Ève Royer, qui est DRH chez Humanis, Leslie Tegdi et Jérémy Trantezeau de Mouvoine, Quentin Guilly d'Anjaro, Élodie Guerrier, qui est HR Business Partner de Clini, Lionel Chatti, qui est DRH, alors directeur des ressources humaines et de la communication de la RATP, Thomas Cornet de Witifit, Julie Atlante de eSIMS, Tatiana Mercatante qui est responsable RH magasin de Système U, Mathieu Penet de Yago, Michael Moyen Pédone, qui est People and HR Director de Mythic, Bernard Poulaki, ex-DRH international de Most Engage, il ne me reste plus que 3, je vous rassure, Camille Nalin, qui est Employee Engagement Manager chez Doctolib, et Éléonore Tauveron, qui est Group Human Resources Manager du groupe Delachaux, et enfin Lisa Hortu de Picone. Merci à vous tous, merci à ces speakers d'être présents. Il y en a 19, la moitié de DRH, la moitié d'experts. Je pense que ça constitue un bon parterre de speakers justement pour pouvoir échanger autour de cette thématique. Merci à vous tous d'avoir témoigné votre présence et vos inscriptions aujourd'hui. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 14 heures pour vous restituer les résultats du 4e baromètre national de l'expérience collaborateur vu par les acteurs RH, d'ailleurs dont UKG est aussi partenaire. Merci UKG. Voilà, je vous souhaite, j'espère ne pas avoir pris trop de temps, je vois 3 minutes pile. Je vous souhaite une excellente journée. Kenza et Richard, merci encore. Excellente conférence. En fait, je vous souhaite à tous et toutes une excellente expérience. À très bientôt et bonne journée à vous. Merci beaucoup Thomas. Alors c'est parti pour ce premier atelier qui va concerner l'avenir de l'expérience collaborateur au travers de 5 compétences RH. Alors je regardais ce matin les inscrits sur cet atelier. Vous êtes 324 à vous être inscrits et puis je me demandais et puis je vous laisse répondre à mes questions. Si vous trouvez ça plus stressant d'intervenir devant 324 personnes en webinar ou devant un public physique. Donc bonjour à tous. Moi, je suis et on ne voit plus, je crois, les slides, Richard. Non. Bon. Voilà, je te laisse les passer du coup. Oui. Voilà, super. Alors bonjour à tous. Moi, je suis Kenza El Khomri et je suis directrice des services France et Europe de l'Ouest pour UKG. Et mon rôle est beaucoup plus celui de mes équipes, c'est d'accompagner nos clients dans le déploiement de leur roadmap digital. Richard, je te laisse te présenter. Oui, et moi c'est Richard Bates, je suis HR Transformation Services Manager chez UKG et mon rôle c'est d'accompagner nos clients sur la mise en place et bonne adoption de nos outils.
Alors, juste rapidement, vous aurez toujours la possibilité de nous poser des questions et puis de répondre à mon interrogation de l'introduction dans le chat. Petite introduction rapide sur l'entreprise UKG. Alors, UKG, c'est le rapprochement d'Ultimate, qui était leader aux États-Unis, au Canada, de la gestion de la paye et des RH, qui a racheté PeopleDoc, qui était une start-up il y a quelques temps, et de Chronos, qui est spécialiste des solutions de workforce management ou de gestion du temps en bon français. Alors, chez UKG, notre baseline, c'est Our Purpose is People. On met le collaborateur au centre de nos priorités. Et nous avons une conviction profonde, c'est que vos collaborateurs doivent pouvoir accéder à une expérience collaborateur à la hauteur de celle que vous délivrez à vos clients. Et nous sommes certains d'une chose, c'est que les RH peuvent y parvenir s'ils ont à leur disposition la solution digitale qu'ils méritent. Alors, les solutions de UKG et HRSD, je vous laisse en prendre connaissance. Voilà, merci Richard de m'assister sur le passage des slides. Les solutions donc enseignement PeopleDoc vous permettent de simplifier et de fluidifier les processus administratifs entre collaborateurs et RH. Elles permettent d'automatiser vos processus manuels, de répondre aux questions des collaborateurs et de transformer la gestion des documents clients. Alors, ce qui est important à savoir, et on l'a vu dans les slides précédents, nos solutions font un focus 100% RH et cette approche de développement agile sont au cœur de notre philosophie c'est avec une communauté de 2500 clients avec lesquels nous échangeons beaucoup et qui, au-delà de faire évoluer nos solutions au quotidien, nous interpellent sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils perçoivent des grands changements à venir. Alors, en parlant de grands changements à venir, on reprend l'agenda de notre intervention. Et juste pour introduire notre propos, je voulais revenir sur ces 2 dernières années qui ont été assez inédites. Les chantiers qui attendent les DRH en 2021 ont été nombreux, les plans de sauvegarde de l'activité, les potentiels reconfinements, les soutiens aux managers dans une culture managériale en constante évolution, le support aux équipes, que ce soit sur la santé mentale, la résilience, le support en termes de qualité de vie au travail. Et face à ces challenges et les challenges actuels et ceux à venir, les départements RH doivent continuer à se réinventer et proposer aux collaborateurs la meilleure expérience possible. Donc, dans ce webinaire, nous allons éclairer ce propos. Tout d'abord en tentant de nous projeter sur les métiers RH de demain, de regarder comment cette prospective finalement se confronte à la réalité du terrain. Et en partant de ce constat, nous allons voir comment la fonction RH peut continuer à se réinventer tout en se saisissant des nombreux challenges à venir. Alors, si les slides veulent bien changer. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, merci Kenza. Bon, on sait tous que le rôle des RH a beaucoup évolué et par conséquent, le métier et les compétences nécessaires pour travailler comme RH ont également beaucoup changé. En passant dans les années 50, 60, 70 d'une gestion du personnel vers une gestion du capital humain dans les années 90, vers un recentrage sur les personnes plus récemment avec l'arrivée des postes comme Chief People Officer et plus récemment encore, on parle beaucoup plus de tout ce qui va être expérience collaborateur. Donc, d'après une étude que vous voyez sur l'écran là, publiée dans le Harvard Business Review, il est probable qu'après 2020, les RH auront un périmètre d'intervention
de plus en plus éclaté. On va être amené à gérer tout ce qui va être marketing RH, conduite du changement, RSE, climat social, collaboration, analyse des réseaux, le bien-être et bonheur au travail. L'étude a également identifié les métiers RH qui vont émerger d'ici 5, 10 et 20 ans, que vous voyez sur l'écran. On va avoir beaucoup plus de rôles autour de tout ce qui va être des relations homme-machine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, si on traduit ça en quelque chose de plus compréhensible, moi je pense qu'on va avoir de plus en plus d'utilisation des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour aider les managers et les entreprises à prendre des décisions. C'est déjà le cas. Mais le rôle des RH dans tout ça sera probablement de définir comment cette nouvelle modèle de travail doit bien fonctionner. Et on est mal parti parce que d'après une étude de Deloitte réalisée en 2018, on a un peu plus de 80% des exécutifs qui déclarent qu'ils ne sont pas du tout prêts à manager des équipes faites d'humains travaillant avec des robots, qui paraît pas très loin de notre réalité aujourd'hui, mais dans certaines entreprises, c'est déjà le cas. Si on pense aux entreprises dans la logistique, les livreurs, ils sont déjà gérés par les algorithmes qui vont définir quelle livraison ils doivent faire, combien de temps ils ont pour faire chaque livraison, et on voit même des alertes en cas de retard. Donc c'est une vraie gestion de performance via des algorithmes. On peut imaginer que de plus en plus de métiers vont être impactés par ces évolutions technologiques. Donc, nous, en tant qu'RH, on va devoir définir quelle place pour le manager humain dans tout ça. Parlons également de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. Bon, il faut également prendre en compte tout ce qui est l'éthique. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a des postes, imaginez comme algorithm bias auditor. Bon, on utilise déjà en tant qu'RH beaucoup des algorithmes dans le recrutement, même si peut-être on n'est pas toujours au courant. Et ces algorithmes sont de plus en plus riches et leur rôle, c'est de trier les candidatures. Mais il faut vraiment faire attention parce que plus on laisse de place aux algorithmes pour prendre des décisions, plus on risque d'être confronté à des questions autour des éthiques. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'ils font, ces algorithmes? Et ça peut vraiment poser des problèmes. Autre poste qui est très pertinent aujourd'hui, c'est ceux du Strategic HR Business Continuity Director. Donc, très bon exemple du changement du rôle des RH pendant cette période de Covid. Donc, maintenant, tout ça, c'est très intéressant, mais on va regarder ce que disent nos clients sur l'avenir de la fonction RH. Donc, l'année dernière, chez UKG, on a demandé aux RH de partager leur vision du DRH de 2030. Les participants à notre capsule temporelle avaient des visions très différentes de l'avenir. Bon, il y avait des optimistes, ceux qui pensaient que les RH auront la possibilité de recentrer leur travail sur les salariés et être moins focalisés sur les problématiques plus juridiques du quotidien. Il y avait bien sûr les technophiles. Attendez, on n'est pas sur le bon. Les technophiles, voilà, qui pensent qu'on va avoir de plus en plus d'adoption des solutions et de la technologie comme appui pour les DRH. Il y a bien sûr des pessimistes qui ont du mal à voir comment on va sortir des modes de travail actuels qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'on va avoir une montée en puissance
de ce qu'on appelle le gig economy. Et du coup, par conséquence, en tant qu'RH, on va devoir se focaliser beaucoup plus sur la gestion des compétences au sens plus large et pas forcément des salariés. Et pour terminer, et à ceux qui pensent qu'on va avoir un retour aux sources avec beaucoup plus de place pour les valeurs, le bien-être et la bienveillance au travail. Bon, on s'est bien projeté dans ce que pourrait être la fonction RH de demain. Mais maintenant, on va regarder comment ça se passe aujourd'hui sur le terrain. Ok, merci, merci Richard. Alors, ce micro-trottoir qui demande à nos clients de se projeter d'ici 2030 est intéressant. Voyons ce que nous disent les RH dans cette enquête qui a été effectuée fin 2020 par G-Réseau. Alors, vous voyez ici que les RH répondent à 49% que la fonction RH sera beaucoup plus virtuelle. Alors, les RH sont impactés par la digitalisation depuis longtemps, hein. On a mis en place des systèmes d'information RH, on a dématérialisé des processus comme la gestion des temps, les bulletins de paye. Donc, le virage a été pris depuis longtemps, hein, sur le sujet. Mais ça s'est vraiment accéléré en 2020-2021. Et comme évoqué en introduction, le contexte actuel, la gestion des salariés à distance, les mutations des modes de travail va pousser encore plus le déploiement des outils collaboratifs, de digitalisation et d'automatisation des processus. Alors, ajouter à cela une recherche constante de productivité et de gain de temps rendue nécessaire par la crise actuelle. Un client me disait dernièrement, c'est une petite anecdote, que la crise sanitaire leur avait fait faire un bond de 10 ans dans leur transformation digitale en l'espace de 6 mois seulement. Alors, c'est une digitalisation à marche forcée, mais nécessaire, rendue nécessaire en tout cas par le contexte actuel. Deuxième réponse de nos RH lorsqu'on les interroge sur le rôle de la fonction en 2021, ils nous répondent à plus d'un tiers qu'elle se doit d'être plus humaine. Alors, c'est assez paradoxal, hein, parce qu'on vient d'évoquer le côté virtuel de la fonction. Donc, la fonction RH devra être plus virtuelle, mais en même temps plus humaine. Nous pensons que le fait même de poursuivre la digitalisation et l'automatisation de certains process RH permettra aux RH de gagner du temps et de se consacrer beaucoup plus à l'humain. D'ailleurs, dans cette même enquête, ils nous ont dit que certains projets qui avaient dû être mis en stand-by en 2020 vont pouvoir être relancés prochainement. De toute façon, dans l'optique où la situation actuelle perdure, on ne sait pas jusqu'à quand on va y être, cette dimension devra être encore plus développée en 2021. Dernier indicateur intéressant, la RH nous dit que la fonction devra être de plus en plus orientée business. En effet, la fonction RH a su démontrer son importance lorsqu'il s'est agi de participer au plan de continuité de l'entreprise. La fonction RH a toujours été en première ligne pour assurer la mise en place concrète des actions permettant la continuité du business. Il a fallu envoyer des attestations d'employeurs, etc. Ajouter à cela une recherche de productivité, je vous en parlais à l'instant. Les RH ont su démontrer leurs compétences en matière de gestion et de finance et d'appui à la stratégie d'entreprise. Et peut-être même, et on commence d'ailleurs, hein, on pourra apprécier la performance économique de la fonction et sa contribution concrète dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Un petit exemple concret ici dans ce slide. Vous le voyez, l'ARH est sur le terrain et l'a été beaucoup ces derniers temps. Pour illustrer cela, vous voyez ici les résultats d'une enquête publiée dans Décideur Magazine
l'été dernier. Le couple de l'année, c'est le duo DG-DRH. En effet, les task force créées pour affronter la crise du Covid reposaient pour 97% sur ce fameux duo. Et en fait, on se rend compte que tout le monde s'est rendu compte de la valeur des RH, qu'on appelle de plus en plus le couteau suisse de l'entreprise. Il a fallu gérer l'afflux des questions émanant des équipes comme des managers, maintenir un niveau de dialogue entre les départements, s'assurer des bonnes conditions de travail, porter une attention toute particulière aux risques psychosociaux, et puis des choses très très triviales comme s'assurer du bon niveau de stock de masques pour tous les salariés. Et donc, voilà, la crise du Covid a dans un certain sens élevé le rôle des DRH et des RRH au sein des organisations à un niveau critique et stratégique, en démontrant qu'elles avaient la possibilité d'avoir un impact tangible, alors que en ce moment, les organisations sont confrontées à l'incertitude de l'avenir, de l'évolution de la main-d'œuvre et de la manière dont le travail est effectué aujourd'hui. Alors, au final, si le slide veut bien s'afficher, quel va être concrètement le rôle des ressources humaines dans les prochains mois, les prochaines années? Alors ici, vous voyez les résultats d'une étude de Deloitte qui date de 2020 et qui démontre que 70% des organisations disent que le fait de gérer un corps social multigénérationnel sera clé dans les prochains mois. Or, seulement 6% estiment que leurs leaders sont équipés pour gérer cela de manière efficace. 53% pensent que la moitié de leur corps social aura besoin de changer de compétences ou d'aptitudes dans les prochaines années, mais 16% disent qu'ils sont correctement armés pour le faire. Et enfin, le dernier sujet, c'est qu'on place encore une fois le bien-être comme étant de la responsabilité de l'entreprise. Les répondants sont beaucoup moins estimés que ce n'est pas intégré dans le travail en lui-même. Alors, quel va être le rôle du RH dans tout ça? Je pense et nous pensons que le rôle du RH va être d'être un architecte social et va devoir prendre à bras le corps les challenges du moment et du futur. Et c'est ce que Richard va illustrer dans la deuxième partie de ce webinaire. Merci Kenza. Comme Kenza a évoqué, ces derniers mois, les RH ont pris une place de plus en plus importante au sein des entreprises. La crise du Covid a pris beaucoup de place dans les discussions et dans les webinaires aussi ces 12 derniers mois. Par contre, ce n'est pas le seul phénomène sociétal important du moment. Et moi non plus, je n'avais pas passé les slides. Donc, il est important que les RH se saisissent de ces sujets pour faire évoluer la profession et rester dans l'air du temps. Désolé. Bon, là, quand on parle des sujets sociétaux du moment, la RSE est devenue cruciale aujourd'hui. Les consommateurs et les collaborateurs sont de plus en plus demandeurs et souhaitent voir des entreprises pleinement engagées dans la société. Ce n'est plus seulement une question d'une obligation de reporting, mais c'est devenu une vraie réalité. Il suffit de regarder ce qui s'est passé, je crois que c'était en novembre dernier, sur les modes de consommation pendant le Black Friday où les gens ont carrément boycotté les soldes, du jamais vu avant. La RSE est donc devenue un enjeu très fort en termes de recrutement et d'engagement des collaborateurs. Récemment, on a vu plus de 30 000 étudiants français qui ont signé un manifeste pour un réveil écologique des entreprises. Et ces personnes, ce sont vos futurs collaborateurs. Attendez, toujours des problèmes techniques.
Est-ce que tu veux que je passe tes slides, Je veux bien, ouais. Tu me dis sinon. Ouais, je veux bien. Ok, Le bouton ne veut pas marcher pour moi, c'est pas grave. le fais. Aujourd'hui également, pour plomber l'ambiance un peu, mais on est en train de vivre une crise de confiance généralisée dans les institutions traditionnelles telles que les médias, le gouvernement, les entreprises et même les ONG. Il suffit d'allumer la télé pour voir tout ça. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour la plupart des personnes, c'est l'employeur qui est l'institution qui inspire le plus de confiance. Nous avons donc une opportunité à saisir et une responsabilité auprès de nos salariés pour que cette tendance continue. Il faut bien qu'on intègre tout ce qui va être le bien-être des salariés dans tout ce qu'on fait en tant que RH et business. Cette confiance, par contre, n'est pas partagée par l'ensemble de la société. Quand on interroge les millennials qui vont représenter en 2025 un peu plus de 70% de la population active, ils nous répondent que les entreprises privilégient leurs objectifs financiers beaucoup plus que de prendre en compte leur impact sur l'ensemble de la société. Donc, cette génération et la société au sens large sont de plus en plus en recherche de sens et s'interrogent de plus en plus sur l'impact des entreprises sur la société. On a une obligation en tant qu'RH de voir comment accompagner un changement culturel au sein de nos entreprises pour qu'ils aient un impact plus positif sur le monde. Et lorsqu'on fait un focus sur un sujet essentiel qui est également l'inclusion, on se rend compte que ces millennials, ils ont peut-être raison de s'inquiéter. Bon, je vous laisse prendre connaissance des chiffres sur le slide. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des très fortes attentes de la part des salariés sur la représentation des femmes au sein des COMEX, qui sont toujours majoritairement masculins, la place des LGBT plus au sein des entreprises et également les difficultés des jeunes issus de l'immigration à trouver un emploi. Depuis 2019, avec la création de la loi Pacte, plusieurs entreprises ont pris à cœur ces sujets sociétaux du moment et sont devenues des entreprises à mission. C'est quoi une entreprise à mission? C'est une entreprise qui intègre directement dans ses statuts un objectif d'ordre social ou environnemental. Deux exemples sur l'écran, la CAMIF et le groupe Rocher. Pour la CAMIF, il s'agit de proposer des produits et des services pour la maison au bénéfice de l'homme avec un grand H et de la planète qui réinvente de nouveaux modes de consommation locale et responsable. Cette mission implique toute la société, donc de la production vers la logistique, distribution, marketing, etc. Toute la société a comme mission de favoriser la production locale, respecter l'environnement et les hommes et promouvoir une consommation plus responsable. Ce que le PDG de la CAMIF retient de cette aventure, c'est que il faut donner du sens aux salariés, car chaque individu a besoin de s'investir dans un projet dans lequel il croit. Ok, alors voilà. Donc là, on a vu. Merci Richard. Richard a illustré un certain nombre de sujets que les RH, dont les RH doivent se saisir, RSE, recherche de sens, inclusion et diversité.
L'autre point qui va être important aussi à prendre en compte, c'est le thème de la synergie entre la vie et le travail. Alors, pour commencer à illustrer cette thématique, vous voyez ici des résultats d'indicateurs qui ont été publiés par NordVPN qui met en avant le nombre d'heures de connexion avant et post-Covid. Et ça démontre que on est ultra connecté depuis cette crise sanitaire, entre 8 et 10 heures. Et puis, il y a une certaine Zoom fatigue. Il n'y a plus de frontières entre la vie perso et la vie, le travail en lui-même. Et on se rend compte que les gens ont de plus en plus de difficultés à s'arrêter finalement et à se déconnecter. Et les frontières entre le travail et la vie personnelle sont encore aujourd'hui floues, encore plus maintenant. La pandémie a été un catalyseur pour le travail virtuel et la séparation physique entre le travail et la vie perso a été perdue. Et le travail est devenu encore plus omniprésent dans nos vies. Alors la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est viable dans le temps? C'est une vraie question qu'il faut intégrer aujourd'hui dans les problématiques RH à traiter. Après, il n'y a pas que du mauvais. Regardez le slide d'après si j'y arrive. Oui, j'y suis arrivée. Donc, ça a donné lieu à de nouvelles modalités de travail et accéléré un certain nombre de choses. Par exemple, beaucoup d'organisations se sont mises à travailler sur un mode beaucoup plus agile, avec des réunions rapides tous les matins pour s'assurer que tout le monde est aligné sur les priorités de la journée ou de la semaine. Et ce sont vraiment les méthodes de l'agilité. Et puis, il y a d'autres besoins qui ont été exprimés pendant ces derniers mois. C'est de se retrouver et d'accéder aussi au top management. J'ai en tête un grand groupe bancaire qui a mis en place ce type de réunion rapide avec les membres du Covid et qui était ouvert à tous les collaborateurs qui pouvaient poser n'importe quelle question. Autre tendance de fond dans les modes de travail, c'est le changement du lieu de travail. On n'est plus forcément à la maison, on n'est pas forcément à la maison. Ça peut être un lieu, un tiers-lieu, un espace de coworking où on peut travailler 2 à 3 heures. Et ça va très certainement devenir des habitudes de travail à long terme. Alors, est-ce que ça va faire l'objet d'une remise en cause profonde de l'organisation traditionnelle du travail? Très certainement. Regardez les résultats de cette enquête de Kaspersky sur le Future of Work. Les collaborateurs, au final, se plaisent dans ces nouveaux modes de travail. 60% des collaborateurs interrogés ici souhaitent repenser les méthodes de travail antérieures à la crise de la Covid-19. 15% sont prêts à tourner le dos au principe des bureaux fixes. 28% souhaitent abandonner un fonctionnement en horaire de travail fixe et 29% souhaitent mettre fin à la semaine de 5 jours. Et un exemple qui est très très proche de la France, l'Espagne, qui est en train de faire un test sur la semaine de 4 jours. Alors, avec la mise en place de ces nouveaux modes de travail, on peut aussi se poser la question de savoir si les travailleurs à distance réussissent autant que les travailleurs physiquement dans les bureaux. On s'est posé la question chez UKG et en réalité, oui, ils réussissent tout autant. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frein au développement personnel et à la performance. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas visible et que vous n'êtes pas présent dans les locaux que vous ne pouvez pas évoluer. Encore mieux, il y a une étude qui vient de sortir de l'Institut Sapiens qui montre que le travail à distance, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très récent, le travail à distance pendant les 2 premiers confinements a permis d'augmenter de 22% la productivité des salariés et de préserver plus de 9 points de PIB. Et si on pousse le raisonnement de la réussite des travailleurs à distance et qu'on le couple avec le sujet sociétal
dont a parlé Richard sur l'inclusion. Le télétravail pourrait même devenir un outil d'inclusion qui pourrait gommer les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, ou même favoriser l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise. Et donc, pour les RH, se posera tout de même si on est en réussite sur ce modèle de travail et ces nouvelles modalités, pour les RH, se posera quand même la question du lien et de comment sauvegarder ce lien. Dans le nouveau monde, est-ce que le 100% télétravail est simple à gérer? Est-ce que la tendance sera pas plutôt sur un mode hybride? Voilà. Et toutes ces questions-là, les RH auront un rôle à jouer dans la sauvegarde de la connexion entre les collaborateurs. Alors, très vite, on va encore parler de nos chers millennials et encore une étude de Deloitte qui révèle que 76% des membres de la génération Y et 80% de ceux de la génération Z prévoient de rejoindre la geek economy et aspirent à plus de flexibilité et d'autonomie. Le CDI, vous le voyez, c'est plus le Graal pour les jeunes générations, c'est un mouvement de fond. Et il faudra qu'on se pose la question de ce que ça veut dire pour la fonction RH. Nous, on pense que ça va être beaucoup plus de transactions à gérer, de volume, etc. Alors, en conclusion, si j'arrive à passer mes slides. Oui, je souhaite reprendre la dernière page diffusée. Désolée pour les petits soucis techniques. Voilà, en conclusion. Alors, non, en conclusion, est-ce que tu peux revenir à mon slide, Oui, Richard, s'il te plaît? j'essaye. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Là, on voit le slide, c'est bon? Oui. Ok. Donc, face à ces enjeux et donc aux nouvelles aspirations des collaborateurs qu'on vient de décrire, on pense que les RH vont être la courroie de transmission entre une direction qui a un objectif business et des salariés qui doivent qui ont des interrogations quant à leur place dans le monde du travail et dans la recherche de sens. Alors, et comment les RH, si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît, Richard, Je vais essayer. vont pouvoir répondre à ces challenges. Déjà, tu me dis oui, c'est bon? Oui. Super, merci. Réagir, redéfinir, réémerger. Alors, réagir en veillant à ce que les personnes et par conséquent le business ne soit pas en danger. C'est ce que l'on appelle créer la sécurité dans le chaos. Et ici, l'urgence, c'est de poser les bases d'un environnement de travail vecteur de sécurité psychologique. Donc, accepter les vulnérabilités, proposer de l'accompagnement psychologique individualisé et multimodal, parce qu'il va falloir faire et du présentiel et du distanciel. Infuser de la vigilance à tous les niveaux. Redéfinir, c'est planifier pour la nouvelle normalité, le new normal, avec comme objectif de garantir la réappropriation du projet de l'entreprise, des valeurs et de la culture par les salariés, parce qu'on a très certainement pu perdre de vue tout ça avec le manque de collectif qui a été induit par la crise sanitaire. Et le troisième point, c'est réémerger, faire réémerger et se concentrer sur la résilience et la relance de la croissance. Donc, accompagner le mouvement en prenant en compte le changement permanent. Les RH, dans tout ça, vont devoir ancrer ces valeurs et les faire vivre de façon claire et tangible dans l'entreprise, tout en incluant dans leur stratégie les enjeux économiques, sociétaux qu'on vient d'éclairer, environnementaux, et en pratique, ça veut dire réinventer des parcours collaborateurs,
proposer des formations aux compétences comportementales, créer des passerelles métiers transverses ou encore réinventer les référentiels de compétences, où cette fois-ci, les soft skills ont une place plus centrale. On va parler d'agilité, d'adaptabilité, de créativité ou de coopération. Et nous pensons que le rôle des technologies et la mise en place de solutions RH innovantes seront des éléments clés. Effectivement. Donc, les solutions RH ont été pensées depuis très longtemps en silo et souvent soit très très spécialisées ou souvent trop pensées pour les besoins des RH. Donc, pour accompagner les changements, pour accompagner ces changements, ce n'est plus une question de mettre en place de plus en plus d'outils parce que bon, on sait très vite que nos salariés sont très vite perdus entre les différents outils qu'on peut mettre à disposition. Mais il s'agit plutôt de favoriser les outils qui s'intègrent facilement dans le travail au quotidien des travailleurs. Donc, c'est-à-dire des outils naturels qui ressemblent aux outils que chacun utilise dans sa vie professionnelle. Bon, il y a un exemple de cela, c'est qu'il y a de plus en plus de sociétés qui mettent en place des chatbots ou même des portails RH pour répondre à ces besoins. Et je pense que cette tendance ne cessera pas de continuer. Donc, aujourd'hui, nous avons, j'espère, démontré que la fonction RH a évolué et va continuer à évoluer à une vitesse sans précédent. Ces dernières années, on a vu une fonction RH plus stratégique que tactique. Mais à notre sens, on ne devrait plus parler de stratégique versus tactique. En effet, tout ce qui est les sujets comme la gestion du télétravail, des masques, des flux de personnes dans les espaces de travail, et tout ça en parallèle de la gestion de rémunération, productivité, se sont révélés des missions d'égale importance. Donc, à notre sens, la fonction RH doit être aussi tactique que stratégique et sans oublier d'être plus que jamais humaine. On vous remercie encore pour votre temps, votre patience avec les changements entre les slides. Et je crois que il nous reste encore peut-être 2 minutes pour regarder des questions dans le chat. Alors, j'ai jeté un œil rapidement au chat. Il me semble qu'il y aura un accès en replay à ce webinaire aussi à vérifier. Et je pense qu'on va pas avoir le temps de. Enfin, il n'y a pas réellement de questions. Je pense que c'est plus des questions à destination de Parlons RH. Richard, moi, je te propose de finir ce webinaire et d'introduire le prochain. Et c'est expérience collaborateur et expérience manager. Regard croisé, bilan et perspective à 10 heures, qui sera animé par Frédéric Baletti, Muriel Handweiler, Fabienne Alro. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un excellent 24 heures RH. Et voilà. Merci. Merci à tous.